Elles ont attendu des années, des nuits entières sans sommeil, le silence pour seule réponse. Aujourd'hui, ce silence se brise. 10 voix, 10 récits, un même nom qui résonne. Patrick Poivre d'Arvor. Dans l'ombre du glamour télévisé, une autre histoire se révèle, plus sombre, plus dérangeante. Et ce soir, c'est la justice qui ouvre enfin la porte. Dans les années 80 et 90, Patrick Poivre d'Arvor incarne la voix de la France. Présentateur vedette du JT de TF1, regard posé, ton grave, il entre chaque soir dans des millions de foyers, symbole d'élégance et de crédibilité absolue. Sa voix, autrefois symbole de confiance, résonne aujourd'hui comme un écho lointain d'un passé qu'il aurait voulu effacer. Derrière les projecteurs, derrière ce sourire impeccable, se cachait un monde que peu soupçonnaient. Les couloirs feutrés des grandes rédactions, les loges après les journaux télévisés, les dîners mondains où se mêlaient pouvoir, fascination et silence. C'est là, dans ces zones d'ombre, que se joue aujourd'hui l'une des affaires les plus bouleversantes du paysage médiatique français, l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Pendant des décennies, PPDA fut une institution. Il incarnait la parole juste, la rigueur, la classe. Pour des millions de Français, il n'était pas seulement un journaliste. Il était un repère, presque un membre de la famille. Et pourtant, sous cette image d'élégance et de culture, d'autres récits s'écrivaient, bien loin du plateau du 20h. Ces récits, longtemps étouffés, reprennent aujourd'hui voix devant la justice. 10 femmes, 10 histoires singulières, unies par un même besoin de vérité. Florence Porcel fut la première à briser le silence. Son témoignage, relayé par la presse, avait ébranlé l'opinion publique. Mais après elle, d'autres femmes ont décidé de se constituer partie civile, malgré la peur, malgré le temps écoulé. Ces dernières semaines, les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre ont commencé à les entendre, une par une. Pour chacune, c'est un retour douloureux vers des souvenirs enfouis. Un face-à-face avec le passé. Derrière les murs sobres du tribunal, le contraste est saisissant. Dehors, la France continue de tourner, dedans, des vices se rejouent, des blessures se rouvrent. Certaines de ces femmes n'avaient jamais parlé à personne. D'autres avaient tenté en vain d'alerter. Toutes ont été confrontées au poids du doute, au regard de ceux qui préféraient ne pas savoir. La parole ici devient un acte de résistance. Les juges, eux, avancent avec prudence, conscients que chaque mot compte, que chaque détail peut bouleverser l'équilibre fragile entre justice et mémoire. Ce revirement de situation était majeur. Après des années de non-lieu, de dossiers classés, l'affaire semble enfin prête à être entendue dans toute sa complexité. Mediapart l'a révélé. Avant la fin de l'année, les 10 plaignantes devraient avoir été auditionnées. Ce processus, lent mais nécessaire, réveille un débat profond sur le pouvoir, les abus et la manière dont une société choisit de regarder ses idoles. Car PPDA, avant d'être un nom dans une procédure judiciaire, fut un visage familier, une voix du quotidien. Le voir aujourd'hui au centre d'une telle affaire, c'est pour beaucoup un choc, presque une trahison intime. Ceux qui l'ont admiré, qui ont grandi avec lui, oscillent entre incrédulité et douleur. Et pourtant, derrière les émotions se dessine une vérité plus vaste, celle d'un système médiatique où la frontière entre admiration et domination s'est parfois effacée. Dans les témoignages, on retrouve le même schéma. La fascination d'une jeune femme face à un homme d'influence, la promesse d'un avenir, puis le désenchantement brutal. Ce qui frappe, c'est le silence qui a suivi. Un silence collectif, presque culturel, comme si la figure du présentateur vedette était trop grande pour être remise en cause. Aujourd'hui, ce mur se fissure. Les audiences de la Nanterre ne sont pas seulement un épisode judiciaire, elles sont un miroir tendu à toute une époque. Une époque où le pouvoir médiatique se confondait avec le prestige, où la vulnérabilité se taisait par peur du ridicule ou de l'exclusion. Dans les couloirs du tribunal, certaines des plaignantes croisent encore des journalistes venus couvrir l'affaire. Ironie du sort? Autrefois, c'était PPDA qui posait les questions. Désormais, ce sont ces gestes, ces mots,
son passé qui sont examinés. L'homme qui interrogeait le monde est à son tour interrogé. Et au-delà de lui, c'est tout un système qui vacille. Derrière la gravité du procès, il y a la solitude de chacun. Celle de l'homme vieillissant qui voit son image s'effondrer, celle des femmes qui revivent des souvenirs qu'elles auraient bien voulu oublier, celle d'un public qui doit affronter la chute de son héros. La vérité, souvent, ne se montre pas en pleine lumière. Elle avance lentement dans les interstices du doute et de la peur. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement la culpabilité d'un homme, mais la possibilité pour une société de regarder ses blessures sans détourner le regard. Et tandis que les juges écoutent, que les témoins racontent, une question demeure. Combien de vérités restent encore enfouies dans les coulisses de ce monde, si lisse en apparence? Cette affaire, au-delà de son retentissement médiatique, devient un symbole. Un rappel que derrière chaque icône, chaque voix familière, il peut y avoir des zones d'ombre, et qu'il faut parfois tout un pays pour oser les voir. Et c'est ici que tout bascule. Ce qui n'était au départ qu'un murmure devient un raz-de-marée. Février 2021, Florence Porcel, écrivaine, décide de porter plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. Elle raconte 2 agressions présumées, survenues en 2004 et 2009. Ces mots, sobres mais précis, ouvrent une brèche dans le silence d'un milieu où la parole féminine semblait depuis toujours se heurter à un mur invisible. Très vite, la tempête médiatique éclate. Les visages familiers du journalisme français se figent, les rédactions s'interrogent, les téléspectateurs peinent à y croire. PPDA, celui qui incarnait la rigueur et la confiance du 20h, se retrouve désormais au cœur d'un scandale sans précédent. En décembre 2023, il est mis en examen pour l'un de ces faits. Un tournant historique car pour la première fois, l'ancien présentateur vedette de TF1 doit répondre directement à la justice. L'onde de choc est immense. Dans les semaines qui suivent, d'autres femmes se manifestent. D'abord timidement, puis avec plus de force. Elles racontent des expériences similaires, parfois vieilles de plusieurs décennies. Leurs récits, publiés par Le Parisien, Libération puis Mediapart, révèlent un schéma récurrent. Un homme de pouvoir, admiré, charismatique, et des femmes, souvent jeunes, fascinées par le prestige du journaliste qu'elles croyaient bienveillant. Peu à peu, les témoignages s'accumulent. Plus de 40 femmes prennent la parole. 11 d'entre elles affirment avoir été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Les mots employés sont lourds, empreints de pudeur mais aussi d'un besoin urgent de reconnaissance. Derrière chaque récit, il y a une blessure, une nuit d'incompréhension, un silence de trop. Leurs voix, rassemblées, forment un chœur de douleur longtemps contenu. Certaines racontent avoir tenté d'oublier, d'autres d'avoir été dissuadées de parler. Beaucoup ont eu peur. Peur de ne pas être crues, peur de s'en prendre à une figure aussi puissante, peur d'être effacée une seconde fois. Pourtant, la justice française reste contrainte par le temps. La majorité des faits évoqués sont désormais prescrits. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus donner lieu à des poursuites pénales. Mais les avocates des plaignantes ont trouvé une autre voie. La constitution de partie civile. En choisissant cette démarche, 10 femmes ont permis à la procédure d'être rouverte, obligeant le tribunal judiciaire de Nanterre à nommer des juges d'instruction. Leur mission, reprendre les faits, recouper les témoignages, chercher ce que les années ont tenté d'effacer. Cette relance judiciaire marque un tournant décisif. Elle redonne espoir à celles qui pensaient ne plus jamais être entendues. Elle questionne aussi le rapport entre mémoire, justice et célébrité. Car ici, il ne s'agit pas seulement d'un dossier judiciaire, il s'agit d'un symbole national. Comment un homme qui a incarné pendant des décennies la vérité à la télévision a-t-il pu devenir le centre d'une telle controverse? Comment séparer l'image publique du journaliste du comportement privé de l'homme? Dans les bureaux du tribunal, le climat est lourd. Les juges reçoivent, un à un, les témoignages des 10 femmes qui se sont constituées partie civile. Chacune porte une part de l'histoire collective. Les récits se répondent, se recoupent parfois dans les moindres détails. Les dates, les lieux, les attitudes, les mots,
tout semble converger vers un même schéma. Et face à cela, PPDA reste silencieux. Ces rares prises de parole publiques se veulent mesurées. Il nie catégoriquement les faits, parle de mensonges, d'une machination, d'une volonté de détruire une carrière. À ses yeux, tout ceci n'est qu'un procès médiatique, une vengeance d'époque. Mais la société a changé. Le temps du silence n'est plus celui de la complaisance. Les femmes qui témoignent aujourd'hui ne cherchent pas à salir, disent-elles, mais à comprendre, à redonner sens à leur vécu, à briser l'impunité qui longtemps a régné dans certains cercles du pouvoir. Elles ne se battent maintenant plus seulement pour elles, mais pour celles qui, ailleurs, n'ont jamais osé parler. Dans les rédactions, les anciens collègues de PPDA observent avec malaise cette descente aux enfers. Certains reconnaissent des attitudes dérangeantes, d'autres préfèrent détourner le regard. Mais le mythe s'effrite. L'homme que la France admirait s'efface derrière des zones d'ombre de plus en plus visibles. Des documentaires, des enquêtes, des émissions spéciales retracent pour son parcours, entre succès fulgurants et accusations persistantes. Les juges d'instruction, eux, avancent avec prudence, conscients du poids symbolique de chaque décision. Ils doivent démêler les faits, distinguer les souvenirs de la vérité judiciaire, confronter l'homme au récit de celles qui disent avoir croisé sa route. Et dans ce face-à-face, ce ne sont pas seulement des destins individuels qui s'affrontent, mais deux époques. Celle d'un monde médiatique tout-puissant et celle d'une génération décidée à le repenser. À mesure que les audiences approchent, la tension monte. Chaque audition devient un moment suspendu, une bataille entre la mémoire et le déni. Les visages changent, mais les émotions demeurent les mêmes. La peur, la honte, la colère, l'espoir. Et au milieu de ce tumulte, une question revient, lancinante. Jusqu'où ira la vérité ? Car au fond, ce que cette affaire révèle dépasse la seule figure de Patrick Poivre d'Arvor. Elle parle du pouvoir, de la domination, du silence institutionnalisé. Elle révèle comment une société a longtemps préféré admirer plutôt qu'écouter, pardonner plutôt que comprendre. Aujourd'hui, cette illusion s'effondre, lentement mais sûrement, sous le poids de la parole retrouvée. Et dans ce fracas discret, un pays tout entier se regarde enfin dans le miroir. Pourtant, malgré l'ampleur du scandale et la gravité des accusations, Patrick Poivre d'Arvor n'a jamais cédé. Depuis le premier jour, il maintient une ligne de défense inébranlable. « Je nie l'ensemble des accusations », répète-t-il avec la même voix calme qui, autrefois, rassurait la France entière chaque soir. Ses avocats insistent, il n'a, selon eux, jamais commis le moindre acte de violence à l'égard d'une femme. C'est sur ce socle de certitude que PPDA tente de reconstruire ce qu'il reste de sa vie publique et privée. Dans ses rares apparitions, il garde cette posture d'homme blessé mais digne, refusant la honte, cherchant encore à comprendre comment tout ce qu'il avait bâti a pu s'effondrer en si peu de temps. Le 29 octobre, une nouvelle étape secoue l'affaire. Stéphanie Caillatte, journaliste, est entendue pour les viols qu'elle impute à PPDA en 1994 et 1997. Son témoignage est précis, poignant, et relance le débat autour du pouvoir et de la parole. Dans les jours suivants, d'autres auditions sont programmées. Margot Coquille-Glaise, enseignante, doit être entendue fin novembre pour un viol présumé en 1985 à 7, suivi d'une tentative en 1992. Puis vient le tour de Justine Ducharme, qui raconte un viol qu'elle aurait subi en 1995 dans le bureau du présentateur à TF1. 3 destins, 3 voix, et face à elle, un homme de 77 ans qui dit ne plus reconnaître sa propre vie. PPDA ne parle plus que par l'intermédiaire de ses avocats, mais ceux qui l'ont connu décrivent un homme transformé. Ses journées se déroulent désormais loin des caméras, dans une maison silencieuse, remplie de livres et de souvenirs. On dit qu'il lit beaucoup, qu'il écrit parfois, qu'il médite longtemps sur le temps qui passe. Dans ce silence forcé, il revisite sa carrière, ses succès, ses échecs, les visages croisés, les mots prononcés. La célébrité qu'il avait autrefois embrassée comme une seconde peau est devenue un poids,
presque un fardeau. Il confie à quelques proches qu'il a compris, trop tard, la fragilité de la reconnaissance publique. On vous applaudit, puis on vous oublie. Mais au-delà de la défense juridique, c'est une autre forme de combat qu'il mène, celui pour sa mémoire. Il se refuse à être réduit à une affaire, un dossier judiciaire. Dans de rares lettres qu'il aurait adressées à d'anciens amis journalistes, il écrit qu'il veut laisser autre chose derrière lui que le bruit du scandale. Certains y voient une tentative de rachat, d'autres une forme de déni. Pourtant, un mot revient souvent dans son entourage. Acceptation. L'acceptation du temps, des pertes, du regard des autres. PPDA, autrefois habitué à diriger le rythme des journaux télévisés, apprend à ne plus maîtriser le cours de sa propre histoire. Cette transformation intérieure, ceux qui l'ont croisé récemment la décrivent avec prudence. Son visage est plus fatigué, son regard plus lent, mais il parle encore avec cette éloquence qui le caractérisait. Il évoque la littérature, la mer, la Bretagne, ses enfants. Jamais l'affaire en elle-même. C'est un homme qui a choisi, ou peut-être été contraint, de se retirer du monde pour affronter ses propres démons. Certains jours, il dit vouloir vivre autrement, loin des jugements, des micros, des unes de journaux. D'autres jours, la colère revient, discrète mais persistante, contre ce qu'il considère comme une injustice démesurée. Mais dans cette retraite, une forme de philosophie s'installe. Patrick Poivre d'Arvor, passionné de poésie et de spiritualité depuis toujours, s'interroge désormais sur la notion même de vérité. Pour lui, la vérité n'est pas toujours ce que l'on prouve, mais ce que l'on ressent. Les faits appartiennent à la justice, aurait-il confié un jour à un ami. Mais la vérité, elle, appartient à l'âme. Cette phrase, reprise dans un article de magazine, résume peut-être toute la complexité de l'homme. Un mélange de rationalité journalistique et de mysticisme personnel. Alors que la procédure suit son cours, PPDA semble avoir entamé une forme de renaissance intérieure. Il continue d'écrire, comme une manière de respirer, d'exister autrement. Son dernier manuscrit, jamais publié, serait un texte sur le pardon, non pas celui qu'on attend des autres, mais celui qu'on s'accorde à soi-même. Dans ces pages, dit-on, il évoque la solitude, la culpabilité diffuse et la recherche d'une paix que le monde médiatique n'a jamais pu lui offrir. Les juges poursuivent leur travail, les témoins défilent, les débats se succèdent. Mais dans l'ombre, un homme vieillissant semble méditer sur ce que signifie réellement tomber. Tomber puis se relever, différemment. Peut-être que pour lui, la rédemption ne viendra pas du verdict, mais de cette lente transformation intérieure. Apprendre à regarder le passé sans le nier, à vivre avec le poids du doute, à se détacher enfin de la gloire. Car au fond, ce que révèle la trajectoire de Patrick Poivre d'Arvor, c'est aussi la fragilité de tout destin public. Derrière les honneurs, il y a toujours une part d'ombre. Derrière le charisme, une faille. Et peut-être est-ce dans cette faille, aujourd'hui, que se niche l'homme véritable. Ni ange, ni démon, mais simplement humain. Cherchant, à travers les épreuves, un sens à ce qui lui reste. Il ne parle plus aux caméras, mais s'adresse parfois, à voix basse, à ceux qui veulent tout bien encore l'écouter. Non plus pour convaincre, mais pour partager une certitude devenue intime. La vie, dit-il, ne se résume pas à ce que les autres croient savoir de vous. Elle commence quand on cesse de vouloir la justifier. Les jours passent désormais plus lentement pour Patrick Poivre d'Arvor. L'homme qui autrefois incarnait la vitesse du monde médiatique apprend à vivre dans le calme du retrait. Chaque matin, il marche, dit-on, le long de la mer, observant les vagues qui se brisent, avec la même régularité qu'un souvenir qui revient. Là, dans ce silence que plus personne n'écoute, il semble chercher non pas à se défendre, mais à comprendre. Comprendre ce qu'a été sa vie, ce qu'il a laissé derrière lui, ce qu'il ne pourra jamais réparer. Car au fond, la vérité, qu'elle soit judiciaire, morale ou intime, n'efface jamais les blessures. Elle ne fait que les rendre visibles. Il y a dans cette chute publique une forme de parabole universelle, celle d'un homme qui a tout connu.
la gloire, le pouvoir, la reconnaissance, et puis un jour, la perte. Une descente brutale, presque irréelle, qui nous rappelle combien les vies publiques sont fragiles, combien la lumière peut devenir aveuglante. Derrière chaque figure que l'on admire, il y a un être humain, complexe, faillible, parfois coupable, parfois victime de lui-même. Et c'est peut-être là la leçon silencieuse de cette histoire. Rien n'est jamais entièrement noir ou blanc. PPDA, qu'on l'aime ou qu'on le juge, incarne à présent cette ambiguïté du destin. L'homme médiatique s'efface, mais demeure la trace de sa voix, de ses mots, de ce qu'il a transmis à une génération entière. Peut-être que, dans sa solitude, il retrouve ce qu'il avait perdu, une forme d'humilité, un rapport plus sincère à la vie. Ceux qui l'ont connu récemment disent qu'il parle souvent du temps, du pardon, du besoin d'apaiser. Comme si, au crépuscule de sa vie, il avait enfin compris que le plus grand courage n'est pas de convaincre les autres, mais de faire la paix avec soi-même. La justice, elle, poursuivra son œuvre. Les plaidoiries, les verdicts, les débats publics continueront de diviser, d'émouvoir, d'interroger. Mais au-delà des faits, il restera cette réflexion. Que faisons-nous en tant que société de la douleur, du pardon, de la vérité? Savons-nous encore écouter sans juger, comprendre sans excuser, avancer sans oublier? Dans cette affaire, il n'y a ni victoire, ni héros. Seulement des êtres humains confrontés à leur fragilité. Et peut-être qu'à travers eux, c'est tout un pays qui apprend, douloureusement, à regarder ses propres contradictions. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous. Chaque destin est une leçon, chaque chute un miroir. Derrière les noms célèbres se cachent toujours des vies, des silences, des vérités multiples. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, laissez un mot, un ressenti, une pensée en commentaire. C'est ainsi que la discussion continue, que la mémoire se tisse, que les vérités se rencontrent. Et si vous souhaitez suivre d'autres récits comme celui-ci, des histoires vraies, humaines, fragiles mais sincères, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo. Car au fond, ce n'est pas seulement une affaire dont il est sans question. C'est notre manière de regarder le monde, d'écouter les autres, et peut-être un peu de nous comprendre nous-mêmes.